Bon, on a l'honneur cette année d'avoir Jacques-François Marchandise de la FING, je vais le laisser se présenter, et qui va avoir, comme je le disais tout à l'heure, la lourde tâche d'animer cette table ronde. Et je vais leur demander de venir aussi, s'ils sont déjà dans la salle, mais je vois qu'il y a Madame Pelfig qui va remplacer Madame Bakiri, donc c'est parfait. Je vais appeler Monsieur Vincent Gibert, donc, qui est vice-président au conseil départemental de Haute-Garonne. Je vais appeler également Monsieur Auberti. Est-ce qu'il est encore là, Monsieur Jacques Auberti? Je le vois, il est là-bas. Monsieur Auberti, on vous attend sur scène. Prenez votre micro en passant par ici. Je vais appeler également Madame Nadia Pelfig qui va nous rejoindre. Monsieur Deras, où est Monsieur Deras? Je le vois, Monsieur Moustapha Deras de Berger-Levrault qui nous rejoint sur scène. Je vais appeler aussi Monsieur Bertrand Serpe. Il était là tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là, Monsieur Serpe? Je vais aller le chercher. De vice-président à Toulouse Métropole. Et je crois qu'on est bon. J'ai cité tout le monde. Tu n'as pas cité Cédrico. Est-ce que c'est pas une surprise, ça? Est-ce que c'est pas une surprise, le fait que Monsieur Cédric O nous rejoigne à un moment donné durant cette discussion? Bon. Je vais chercher Monsieur Serpe, et puis on devrait être bon. OK? Merci. Asseyez-vous. À tout de suite. Prenez place. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va engager cette première table ronde de la journée, puisque les propos introductifs n'étaient pas sous forme de table ronde. Donc on va avoir cette modalité qui va nous permettre un échange. Est-ce que vous avez un petit problème de son? Oui. Ça a l'air épouvantable. Est-ce que c'est mieux? Bon, bah donc comme quoi la technique est toujours au rendez-vous. Je vais me présenter pour commencer. Donc, comme l'a mentionné Luis Salguero, je suis Jacques-François Marchandise. Je suis délégué général de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui a, parmi d'autres points communs avec la mêlée numérique, le fait d'exister depuis 20 ans. On l'a cofondé, Daniel Kaplan et moi, il y a 20 ans. La FING fait de la prospective des transformations numériques et il se trouve que sur les sujets qui sont au fond les mêmes que ceux de la mêlée, on a eu souvent l'occasion de faire route commune avec à la fois une lecture d'un numérique innovant, de dynamique de projet, de dynamique d'innovation et en même temps la question de l'inclusion que nous avons dans nos radars depuis notre création, depuis 2000 et même depuis avant la création de la FING d'ailleurs, avec au fond cette ligne de temps un tout petit peu effrayante qui consiste à dire il y a 20 ans et plus, les questions dont nous parlons aujourd'hui étaient déjà présentes. Pour ma part, ça fait plus de 35 ans, près de 40 ans que je suis sur des sujets liés au numérique et ça fait... dès le début des années 80, il y avait bien évidemment déjà des ateliers de formation, des ateliers dans les quartiers, etc., qui essayaient d'accompagner les personnes vers l'usage à l'époque de la micro-informatique, vers progressivement l'usage des réseaux, ce qui veut dire qu'on est sur une thématique au long cours où on peut avoir l'impression que tous les gens qui ont travaillé avec ardeur ces dernières années sur le sujet ont un petit peu vidé l'océan à la petite cuillère et que donc l'océan est toujours là. Et il se trouve que beaucoup d'acteurs du numérique aujourd'hui considèrent que le sujet est assez nouveau, qu'il faut s'en emparer maintenant. Et pourquoi ils le considèrent? Parce qu'il y a eu progressivement des alertes depuis quelques années liées à la dématérialisation des services publics. Il y a eu depuis 2018 un peu l'électrochoc de découvrir des chiffres assez imposants en la matière de millions de personnes qui n'étaient pas à l'aise avec le numérique, voire en difficulté. Et derrière ces difficultés, ce malaise, des réalités extrêmement multiples, extrêmement complexes, alors même qu'on pouvait penser, au vu des statistiques de pénétration du numérique dans la société,
que la massification avait eu lieu et qu'il n'y avait plus besoin de s'occuper de ça. On a vu au fil des années 2000 et 2010 beaucoup d'acteurs publics se désengager de stratégies d'inclusion en supposant que tout était réglé. Donc non, tout n'est pas réglé. Oui, tout est plus complexe que ce qu'on a cru initialement. Et Pierre-Louis Rolle l'a mentionné il y a un instant, il ne s'agit pas, avec les problématiques de l'inclusion numérique, de s'occuper simplement de la voiture-balai de la route triomphante du numérique. Il s'agit au contraire de changer de regard sur ces logiques du numérique. Et ce que je vous ai entendu dire dans les propos introductifs tout à l'heure allait vraiment dans ce sens. Donc ce sur quoi je voudrais qu'on axe cette table ronde ce matin, c'est vraiment la question de vos priorités, de vos dynamiques en la matière. En fait, quand le numérique se confronte aux inégalités et aux fractures principales de la société, quand il se confronte aux difficultés principales du monde contemporain, on a vu à quel point il pouvait être ambivalent. On a vu à quel point il pouvait être destructeur ou il pouvait être fertile selon les choix que l'on faisait. Nadia Pelfig, vous mentionnez la vision d'un numérique qui devait demain être plus ouvert, éthique et inclusif. Ça va exactement dans ce sens-là. Et en échangeant avec vous, donc, il ne s'agira pas seulement de se demander comment on réduit la fracture, il s'agira de prendre au sérieux le fait que cette année, cet événement numérique en commun, il a lieu dans le contexte de la mêlée numérique. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui dans le grand bain des sujets du numérique, avec, j'allais dire, enfin des moyens consistants qui vont être à la clé, et enfin des prises de conscience assez fortes du fait que l'inclusion numérique, ça n'est pas seulement le rattrapage, c'est un point clé des stratégies numériques de demain. Donc, je vous propose, puisque nous avons un ensemble d'acteurs qui représentent à la fois non seulement les différents échelons territoriaux, mais aussi des rôles très complémentaires dans le paysage de l'inclusion numérique, de leur passer la parole successivement, une première fois pour des prises de parole assez courtes. Je pense que vous serez tous sensibles au fait qu'on n'est pas là pour des tunnels institutionnels, on est là davantage pour des propos mobilisateurs, et donc des prises de parole assez courtes qui ensuite nous permettront d'engager et de prolonger l'échange. Et donc je vais commencer par passer la parole à Nadia Pelfig, que vous avez entendu tout à l'heure, en vous posant tout simplement cette question des priorités qui peuvent être celles que la région souhaite mettre en avant ce matin dans ce contexte de l'inclusion et du numérique de demain, des dynamiques que vous voudriez porter. Voilà, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais éviter effectivement le tunnel. Déjà, quand on parle d'inclusion numérique, il y a quelque chose qui saute aux yeux même ce matin. Pardonnez-moi de le dire un peu aussi abruptement, mais je suis, et je le regrette, la seule femme sur cette tribune et dans cet atelier. J'ai eu le plaisir de me substituer à une autre femme, qui est Nadia Bakiri, ici présente, présidente de la commission égalité femmes-hommes à la région, seule commission en France qui existe de cette nature. Et la présence de Nadia, la mienne, doivent témoigner de la nécessité de faire de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes un sujet transversal. Et le numérique étant lui-même un sujet transversal, il est en tout point regrettable que la place des femmes dans ce secteur soit si faible. Vous savez que d'un point de vue professionnel, elles représentent moins de 20% des actrices de la filière, et pourtant, sur le plan associatif, et je le vois y compris dans celles qui opèrent au quotidien la mêlée et qui l'animent, vous le voyez dans les techniciennes, donc je dis bien technique au féminin, ça peut, je vous assure, se conjuguer de manière très aisée. Il y a des femmes. Je crois donc que nous avons, nous, puissance publique, et tous ensemble, entreprises, acteurs universitaires, acteurs du monde de la recherche, un effort singulier à faire à cette destination. Quand la région se dote d'un outil d'égalité des chances, d'accès égal à la technologie, et quand on dote nos élèves de seconde ou les élèves d'apprentis d'ordinateurs portables, qui peuvent être aussi des tablettes tactiles, nous faisons en sorte que l'outil soit à disposition de tous et de toutes. Pourquoi je dis ça? Parce que même en 2020, dans des familles, y compris dans des situations précaires, il est parfois vécu comme normal que ce soit le garçon
qui joue un peu plus à la console, qui ceci, qui cela, qui dispose en premier de son ordinateur personnel. Et c'est déjà un premier signal qu'on envoie et qui atteste des stéréotypes, un certain nombre de préjugés. Et donc nous avons la volonté, nous en région Occitanie, la volonté de sa présidente, Carole Delga, de faire en sorte que d'abord l'outil soit à destination de tous et de tous. De faire attention à ce que dans les visuels, dans la manière dont nous représentons par l'image notre société, dans nos outils de communication, nous ayons une charte interne qui nous oblige à mettre en scène des filles et des garçons sur des pratiques sur lesquelles on les attend peut-être moins. Et puis c'est aussi mettre des dispositifs, des politiques subventionnées, donc financées, qui permettent à des filles, à des femmes, de pouvoir se mobiliser sur ces sujets. J'ai été extrêmement heureuse quand l'allée que vous avez empruntée pour arriver dans cette salle aujourd'hui et a été baptisée l'allée Mathilda. C'est l'effet Mathilda, c'est la manière dont les femmes sont exclues ou tenues à l'écart des mémoires scientifiques, des traditions scientifiques, des poussées scientifiques. Et je crois que de le dire, ça doit nous permettre de se rendre compte qu'en 2020, ce n'est plus acceptable. Que oui, il nous faut accompagner des formations spécifiquement et que, y compris dans les formations d'apprentissage du code, dans les écoles régionales du numérique, on voit parfois des préjugés, des stéréotypes s'installer avec des femmes qui se voient expliquer par des collègues ou des camarades qui n'en connaissent pas davantage qu'elles, quelques effets de base qu'elles maîtrisent absolument. Et donc c'est sur ce premier tour le message que je voulais faire passer pour qu'on en soit un peu plus conscient et qu'on soit un peu plus efficace et que demain à cette tribune, on puisse avoir d'autres femmes, comme il y a de nombreuses femmes dans la salle. L'inclusion, ça commence déjà à faire en sorte qu'une personne sur deux, les femmes, puisse être dans le secteur du numérique. Monsieur le ministre. Merci Nadia Pelfig pour aller dans votre sens et abonder par notamment des exemples. On a vraiment des retours de la part de médiateurs numériques qui nous disent la difficulté qu'ils ont parfois à convaincre par exemple les familles, à convaincre les parents, à convaincre leurs environnements de l'importance d'accompagner les femmes, alors même que quand tout un ensemble d'études liées aux difficultés sociales du numérique sont des études qui montrent que, par exemple, les familles monoparentales sont les situations parfois les plus complexes d'appropriation du numérique, tout simplement à cause du fait de l'isolement et de la charge de travail et d'activité des femmes qui sont dans cette situation, qui n'est absolument pas propice à des apprentissages. Donc on ne peut que abonder et peut-être aussi se demander comment repérer mieux ces situations. On l'a vu également à des endroits où des jeunes filles, moi je connais l'exemple de la ville de Brest, où des jeunes filles, pour avoir parvenaient à aller à des ateliers numériques quand ils étaient en étage, et n'y parvenaient pas sous le regard des familles quand ils étaient au rez-de-chaussée dans certains quartiers. Et donc il y a probablement quelques situations clés à déverrouiller aussi. Donc je ne sais pas si c'est des sujets sur lesquels il y aura peut-être des investigations à conduire pour les caractériser et les aider mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est évident, mais ce n'est pas simplement des investigations. Le constat, je pense qu'on le fait tous. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun responsable politique qui vous dit que c'est normal qu'il n'y ait que 20% des femmes dans les professions du numérique ou qu'il y ait des petites filles qui en soient exclues. La question, c'est comment on fait, quel outil on se dote et quels moyens la puissance publique peut mettre aux côtés d'entreprises auxquelles on poserait des conditions contraignantes pour que les femmes soient pleinement incluses dans cette dynamique et dans ce qu'on appelle depuis quelques années la révolution numérique, mais dont je crains que les femmes ne soient exclues si on continue comme ça. Merci beaucoup Nadia Pelfig. Vincent Gibert, vous êtes le conseil départemental est en Haute-Garonne un acteur clé de l'inclusion numérique. Je vous disais dans les échanges préparatoires que j'ai entendu de la part de pas mal d'autres acteurs le fait de qualifier le rôle pivot que joue le conseil départemental dans cette stratégie numérique et
ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu parfois beaucoup de temps avant que les conseils départementaux s'emparent en tant que chef de file de l'action sociale du sujet numérique. Est-ce que de votre côté, vous avez vous aussi des priorités, des dynamiques, des sujets sur lesquels vous voulez plus que d'autres avancer pour demain? Oui, bonjour à toutes et tous, Monsieur le Ministre, chers collègues élus et vous toutes et tous dans la salle. Vous évoquiez tout à l'heure la question du numérique confronté aux inégalités. Le conseil départemental, les conseils départementaux sont les chefs de file dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire français sur les questions d'inégalité. Et finalement, le numérique n'est qu'un miroir des inégalités. Et la période que nous venons de traverser, la crise sanitaire, si elle a joué un rôle d'accélérateur dans des pratiques, dans des nouvelles pratiques, dans l'acceptabilité de certaines pratiques, elle est venue finalement massifier, parce que vous avez utilisé tout à l'heure le terme de massification, elle est venue massifier un certain nombre de précarités et mettre en exergue un nombre croissant d'exclusion à l'égard du numérique. Alors, on évoque et on pense instinctivement à la question territoriale, la question de la capacité, en fonction de son territoire, à être connecté. Ça, c'est une de nos missions en tant que chef de file du syndicat Haute-Garonne Numérique, en partenariat avec d'autres institutions telles que la région, c'est-à-dire lutter contre cette fracture numérique territoriale. Pour accéder aux services, on le sait, la première barrière, c'est la barrière technique. Mais la deuxième question, et celle qu'on évoque finalement un peu moins souvent, c'est la barrière sociale. Et il me semble que la crise du Covid, la période du confinement, les nouveaux usages qu'elle a entraînés est venue mettre en exergue ces difficultés sociales et donc ces difficultés pour un certain nombre d'accéder au numérique. Il me semble qu'on a vécu des confinements à deux vitesses. Suivant que vous soyez urbain, aisé, en capacité d'accéder aux services publics comme aux services privés, on peut penser à la livraison de repas à domicile par exemple, ou autre, suivant que vous soyez urbain ou suivant que vous soyez dans le rural avec une plus mauvaise connexion, avec moins de moyens, eh bien vous n'avez pas vécu le même confinement que ceux qui sont urbains. Et puis l'autre inquiétude, c'est que avec cette crise, les espaces de sociabilisation se sont numérisés. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement aux services auxquels on a accès désormais avec le numérique, c'est également aux espaces de sociabilité, les apéros virtuels, les concerts virtuels. Et donc cette inégalité vis-à-vis de l'accès aux espaces sociaux, c'est aussi pour nous un des enjeux majeurs. Et donc la première mission qui est la nôtre, c'est à travers nos compétences sociales de faire tomber cette barrière financière qu'il y a à l'accès au numérique. Merci Vincent Gibert. Et donc deux inquiétudes. Et la première que vous avez mentionnée, mais vraiment l'accent sur le rôle révélateur qu'a eu le confinement. Le propos introductif de Cédrico le mentionnait bien, à la fois sur le plan des situations d'exclusion, des situations dramatiques, mais aussi sur le plan, au fond, du rôle décisif qu'a pu parfois jouer le numérique pour tout un ensemble d'accès aux ressources, d'accès aux démarches administratives, etc. Et en l'occurrence, le deuxième point que vous soulignez, il est capital, dans la mesure même où la sociabilité, l'isolement est un des facteurs clés, une fois encore, des difficultés numériques. Et pour le coup, la question de la sociabilité nous renvoie à la question de comment faire pour que des efforts qui sont faits en matière de médiation numérique ne soient pas des efforts uniquement vers des personnes, mais vers des cadres plus collectifs. Alors, vous avez aussi au département, bien évidemment, l'environnement des travailleurs sociaux et l'environnement de tous les opérateurs sociaux avec lesquels vous travaillez. Est-ce que, pour le coup, vous voyez des enjeux qui peuvent être fertiles, qui peuvent être importants dans le travail avec ces acteurs issus de la sphère sociale sur le champ numérique? Bien, le premier champ de travail, si je puis dire, c'est de faciliter l'accès aux services publics. La dématérialisation des services, la dématérialisation des inscriptions aux différentes prestations sociales notamment, sont assurées. Il y a deux barrières.
il y a la barrière de la question de la connexion et la barrière de la compréhension et de la capacité à pouvoir remplir un certain nombre de formulaires et de connaître cela. Donc ça, c'est un travail qui est fait par nos travailleurs sociaux dans ce qu'on appelle en Haute-Garonne les maisons des solidarités, surtout sur l'ensemble du territoire. Et puis, il y a l'accompagnement que peuvent faire les acteurs sociaux, mais là, les acteurs sociaux associatifs, en proximité, dans leur champ d'activité respectif, eh bien, pour permettre à la fois d'avoir une acculturation au numérique qui n'est pas aujourd'hui suffisante pour un certain nombre de publics, et puis faciliter aussi l'achat d'un certain nombre de matériel, la mise en connexion. Et ça, c'est un des champs sur lesquels nous travaillons dans le cadre du schéma des usages du numérique que nous venons d'adopter. Et c'est un des champs d'action que nous allons développer avec les partenaires locaux et avec notamment également l'accompagnement de la mêlée. Merci beaucoup Vincent Gibert. Alors Jacoberti, on a commencé par la région, on est passé par le département, on va atterrir avec vous non seulement au plus près d'une agglomération, mais aussi des communes qui la composent, et avec du côté du Sicoval, là aussi une action qui va se vouloir, j'imagine, plutôt proche des citoyens. Alors, avant peut-être de parler du Sicoval, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelques jours, j'ai l'honneur de présider l'association des maires de Haute-Garonne. Et je voulais rebondir sur ce que disait Nadia. En Haute-Garonne, un maire sur 5, une maire sur 5 est une femme. Nous avons là aussi d'énormes progrès à faire en matière, évidemment, de démocratie locale. Mais par contre, là où nous trouvons effectivement auprès des femmes des ressources inestimables, c'est sur la question de l'action sociale. Et vous savez combien, au travers du numérique, cette question de l'action sociale est précieuse et fait l'objet même d'ailleurs du projet du Sicoval. Sur le Sicoval, l'idée même qu'il y ait une personne éloignée du numérique, en détresse, voire même qui culpabilise parce qu'elle ne sait pas, nous est insupportable. C'est ce qui a prévalu, d'ailleurs, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, le Sicoval étant un territoire avec de très forts écosystèmes sur le numérique, les objets connectés. Nous venons de créer un regroupement donc, dans une ancienne crèche, que nous appelons la crèche, d'entreprises et de start-up axées sur les usages, au-delà, bien évidemment, du hard. La question aujourd'hui est bien celle d'aller toucher toutes celles et ceux qui, isolés, se sentent exclus par le fait même qu'ils n'ont pas cette capacité, au-delà de la possibilité, au-delà éventuellement des moyens, cette capacité à pouvoir communiquer avec les autres au travers des outils numériques. Cette idée-là nous est insupportable, ce qui a prévalu finalement à l'engagement du Sicoval sur la lutte contre l'électronisme, là où souvent les territoires, il y a bien des années, s'attachaient à supprimer l'illettrisme. Nous en sommes finalement à une nouvelle ère en la matière. Vous mentionnez effectivement la dimension des maires de Haute-Garonne, et une des questions qu'on va se poser, c'est effectivement, est-ce que les sujets du numérique d'aujourd'hui et de demain se passent seulement dans les lieux du numérique? Moi, j'ai l'intuition, on en a parlé, que c'est la question des secrétaires de mairie va se poser, la question de comment avancer en la matière, et j'ai l'impression qu'on a parfois un pas de plus à franchir, qui est le fait de dire, certes, formons les acteurs de l'action publique, les acteurs de la sphère sociale aussi au numérique, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi nous former, nous, gens du numérique, aux questions sociales et aux questions d'inclusion et aux questions que les uns et les autres vous mentionnez. Je pense par exemple, alors vous mentionniez l'égalité femmes-hommes, on peut en mentionner quelques autres, et notamment s'il s'agit, comme l'a dit Vincent Gibert, de ne pas massifier les précarités et de se dire on ne va pas se contenter de massifier puisqu'il faut au contraire miser sur les usages et l'appropriation. Comment est-ce qu'on fait pour que
on se tourne vers nous, acteurs du numérique, comme étant des acteurs de l'inclusion? Alors, vous avez complètement raison. Hein. Il nous appartient de convaincre aussi, que ce soit les élus locaux, y compris dans les territoires les plus reculés, ruraux ou de montagne, de l'importance du rôle qu'ils peuvent jouer. Et à cet égard, bien entendu, il faut qu'ils se familiarisent avec ces outils, que leurs relais locaux, hein, les accueils de mairie, les secrétaires, voire même les acteurs sociaux, soient à même, bien évidemment, de pouvoir agir. Il existe aujourd'hui de très belles démarches, comme Aidants Connect, voilà, qui nous permettent soit de faire à la place d'eux, soit effectivement de pouvoir détecter quelles sont les détresses locales. Et à cet égard, tous les territoires doivent être mobilisés. J'ai toujours présenté comme étant sans doute la meilleure des solutions la question de la subsidiarité, faire en sorte que ce soit le meilleur dispositif local qui agisse. Tout le monde doit se mobiliser. Il est bien évident que pour cela, il faut une réelle organisation locale. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Cette organisation, nous ne l'avons pas aujourd'hui, autant être clair. Par contre, il y a urgence. Et donc, il nous faut absolument avancer en commun, ensemble, pour trouver, dans le contexte local, le dispositif le plus opérationnel, y compris dans le cadre d'un partenariat public-privé, vous l'avez évoqué. C'est là aussi, sans doute, un saut culturel, notamment pour les collectivités locales, à franchir. Donc des modèles de coopération à prototyper, au fond, ça peut être un bel enjeu pour cette semaine et pour cette session de NEC ici à Toulouse et en Occitanie. Quand on parle du rôle que joue la métropole de Toulouse, le premier mot qui vient aux interlocuteurs que j'ai pu avoir à votre sujet, c'est écosystème. Et particulièrement dans le numérique, où vous avez un rôle écosystémique qui est connu, mais au fond, j'ai l'impression que c'est aussi l'angle qui vous intéresse en jouant un rôle de plus en plus important dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, celui de l'inclusion numérique. Alors Bertrand Serp, comment est-ce que vous pourriez de votre côté nous décrire vos priorités, les dynamiques que vous voulez impulser sur ce sujet de l'inclusion numérique? Alors évidemment, l'inclusion numérique a toujours été une des priorités, même si on ne l'a pas toujours dit, de la métropole toulousaine. D'abord, on est au plus près des citoyens, donc on a travaillé à Toulouse, on n'a pas d'arrondissement, mais on a des mairies de quartier, donc 19 mairies de quartier, et dans chaque mairie de quartier, il y a des dispositifs, des ordinateurs d'accueil et aussi de formation pour les citoyens qui veulent avoir accès au numérique et n'ont pas forcément un ordinateur chez eux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, on a toujours travaillé dans le sens de favoriser les tiers-lieux sur le territoire métropolitain, parce qu'on pense que ce sont des endroits aussi où on peut avoir accès au numérique et où on peut avoir des conseils et s'appuyer sur ces tiers-lieux est, à mon avis, un axe stratégique très important. Alors, il y en a beaucoup à Toulouse, dans le centre-ville et aussi en périphérique, et notre politique que l'on a menée pendant 6 ans, ça a été effectivement de développer et d'aider au développement de ces tiers-lieux, de ces différents tiers-lieux. Et puis, il y a aussi un axe primordial parce que on a parlé tout à l'heure effectivement de fracture numérique. On a vu ça pendant la Covid. On a beaucoup travaillé aussi dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, qui ont été durement touchés durant cette crise sanitaire. Et là, on a créé, il y a quelques années, un espace numérique dans une ancienne école toulousaine qui s'appelle Aurillac-Combe, dans le quartier du Mirail, en plein quartier prioritaire de la ville, où effectivement, avec la région, on travaille sur de la formation et sur l'accompagnement des citoyens sur les sujets d'inclusion numérique. Cette inclusion numérique, bien sûr, elle va, comme a dit tout à l'heure le ministre, elle va pouvoir continuer à se développer. Il se trouve que le territoire toulousain, on a effectivement
pour l'instant, pas trop de problèmes de fibre, hein, puisqu'on est fibré quasi totalement. En tout cas, pour les entreprises, on a notre propre réseau d'infrastructures métropolitain, donc, que je rappelle, qui s'appelle The Fil, qui est à disposition des entreprises avec des prix très attractifs pour fibrer. Et puis, au niveau des opérateurs, on travaille bien sûr avec tous les opérateurs pour fibrer l'ensemble de la métropole. Le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut travailler, et c'est un peu l'originalité de notre hub sur l'inclusion, le RINOC, c'est d'avoir su associer aussi les entrepreneurs. On parlait de partenariat public-privé, pour travailler sur ces sujets d'inclusion numérique, pour apporter le meilleur à nos populations. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé, qu'on a initié au niveau de la métropole et qu'on va continuer à travailler fortement, parce que la solution, elle se trouve aussi là. Ces partenariats publics-privés, ils sont dans le cadre des stratégies d'open innovation des grands groupes, et avec pour les citoyens et les startups, les moyens de pouvoir aussi rayonner sur l'ensemble de notre territoire métropolitain. Et bien en deçà, je parlais tout à l'heure des QPV, l'idée de pouvoir favoriser, on en avait parlé il y a quelques années, mais on est en train, avec l'école de la seconde chance, un plan aussi qui sont implantés sur nos territoires, de pouvoir faire des formations courtes aussi pour les jeunes, pour pouvoir les initier sur ces problématiques du numérique. C'est aussi important à développer sur nos territoires. Donc voilà plusieurs dispositifs. Un accompagnement constant et une volonté vraiment de pouvoir aider tous les publics fragiles. Merci Bertrand Serpe. Alors un des sujets qui paraît vraiment important que vous venez de souligner et qu'au fond illustre le fait que cette journée est dans un contexte qui d'habitude, celui de la mêlée numérique, est un contexte lié aux entreprises, c'est le fait qu'on a avec l'inclusion un sujet qui devient un sujet important pour les entreprises. Et on a le sentiment que, en tant qu'acteurs qui ont un rôle sur le développement économique, les acteurs publics peuvent avoir eux-mêmes ce rôle de sensibilisation des entreprises du numérique aux enjeux de l'inclusion, et puis ce rôle de sensibilisation des entreprises tout court à leurs enjeux d'inclusion interne. C'est des choses auxquelles vous êtes aujourd'hui confrontés, manifestement. Oui, bien sûr, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, on a travaillé, on a commencé à regarder avec Digital 113, qui est le cluster des PME et des TPE toulousaines, de voir comment on peut accompagner les entreprises territoriales aujourd'hui dans le cadre de leur transition digitale et numérique. Parce qu'effectivement, il ne faut pas croire que toutes les entreprises sont très acculturées sur ces sujets-là, et parfois ça peut être un frein au développement de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure des financements que l'Europe nous a apportés avec les financements de l'État. Je crois que là aussi, on a commencé à regarder de près comment on peut travailler à ce sujet-là. Je crois qu'il y a une commission numérique qui a été créée au niveau de l'Europe tout récemment. Il y a 10 milliards d'euros qui vont être à disposition, avec un certain nombre de plans. Je crois que ce travail, nous, on doit accompagner ces TPE et ces PME dans nos territoires pour pouvoir essayer d'aller chercher ces financements avec les financements complémentaires que va nous apporter sur l'État pour essayer de développer la transition digitale de nos PME aujourd'hui, que c'est primordial si on veut que tout le monde puisse avancer avec les publics, avec les citoyens et les entreprises. Merci Bertrand Serpe. Alors Mustapha Derras, je vais te passer la parole. Il se trouve qu'on se connaît depuis un moment et que nous avons en plus des coopérations entre Berger-Levrault et la FING, notamment sur des sujets de prospective et de recherche, puisque Berger-Levrault est un acteur qui est un peu unique en son genre dans les façons d'être à la fois au plus près des communes et du terrain, et en même temps d'essayer de faire avancer tout un ensemble de questions qui sont votre R&D et dans lequel on voit qu'il y a une place importante de la compréhension des citoyens et des usagers. Je te poserai la même question que j'ai posée aux autres intervenants avec lesquels j'ai compris en échangeant avec eux que vous aviez des actions conjointes, c'est-à-dire que Berger-Levrault avait une contribution forte à des stratégies numériques publiques aujourd'hui ici, c'est-à-dire celle de ce que vous considérez comme les priorités et les dynamiques sur lesquelles il faut mettre l'accent dans les années qui viennent, c'est en termes d'action, en termes d'investissement. C'est assez difficile de répondre à cette question parce que ce que je peux noter moi, c'est qu'on vient d'avoir une illustration là de la diversité
de cette question. On voit bien qu'elle touche à peu près à tout. On a parlé des femmes, on a parlé de la dimension sociale, rural versus urbain, etc. Donc, on ne va pas refaire la liste, parce qu'elle est très longue. Cette question est complexe parce qu'elle fait intervenir des besoins de solutions, mais dans tous les domaines. Donc, nous, la priorité, j'ai envie de dire qu'on ne l'a pas mise sur ce sujet. J'ai envie de rappeler qu'on est un acteur de ce domaine-là depuis de très nombreuses années. On a des actions auprès de tous les territoires, de tous les acteurs de la territoriale. On le fait dorénavant en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Québec. Donc on commence à avoir une vision un peu globalisante de cette question-là. Donc nos priorités, répondre aux besoins de tous nos clients, c'est la réponse bateau que tout industriel ferait. Moi j'ai envie de dire surtout, ce qu'on peut voir là, c'est l'illustration de ce qu'on a tous connu. C'est que j'ai envie de rappeler qu'on est majoritairement tous des autodidactes du numérique. Et je crois qu'on est face à la conséquence de cela. C'est-à-dire que on a grandi, nous, avec le numérique. Moi, j'ai grandi avec le numérique. J'ai eu un clavier dans les mains, j'avais 10 ans. Donc ça fait 43 ans que j'ai un clavier dans les mains. Un clavier sous toutes ses formes, hein, je préfère passer les détails. On a simplement oublié que c'était un outil qui se généralisait, qu'il avait besoin de professionnalisme, de formalisme et de gestion. Il fallait gérer l'outil et pas simplement gérer les outils qu'on mettait entre les mains des gens. On a oublié une catégorie, j'ai envie de la mentionner, puisque c'est celle qui me concerne beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on a oublié. Hein. Mais n'oublions pas tous les salariés, qu'ils soient publics ou privés, qui sont face à la difficulté devant l'outil du numérique, parce qu'on a l'air de croire qu'ils travaillent, alors c'est évident, mais non, pas du tout. Je crois que les chiffres, c'est 5 ou 6 millions de salariés qui ont des difficultés face au numérique, qui n'en parlent pas, évidemment. C'est difficile de dire à son patron, qu'il soit privé ou public, ben, je m'en sors pas, je sais pas faire, formez-moi. Moi, j'ai envie de te dire que si j'avais une priorité à titre personnel, c'est celle de la formation sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Et là, on retrouve le pilier central qu'il faudrait qu'on remette au milieu de tous les villages. C'est la formation, l'école, l'apprentissage. Voilà. C'est un peu ça, ça c'est la partie personnelle. Pardon. Merci. Donc c'est un terme que vous avez pour plusieurs prononcé en filigrane. On a entendu juste avant Pierre-Louis Rolle mettre l'accent sur ce qu'il a appelé un MOOC géant, ou à peu près, c'est-à-dire une démarche au fond de mise en commun, mise à disposition de ressources, une démarche d'ingénierie, de formation aussi qui vont aller avec les dispositifs du numérique. Je vais me tourner vers vous, Cédrico, en vous remerciant de nous avoir rejoints dans cet échange. Alors d'une part, bien évidemment, pour réagir sur ce que vous voulez dans ce qui a été dit là, mais aussi avec une petite question lancinante qu'on a pour certains depuis des années, qui est comment est-ce qu'on fait pour faire passer le message que l'investissement d'avenir, c'est l'humain? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à ne pas maintenir ce clivage qu'on a connu dans les débuts de la médiation numérique, celle d'il y a 20 ans, c'est-à-dire le fait qu'on ne pouvait financer que des moyens matériels et que dès qu'on s'aventurait sur des moyens humains, pour ceux qui ont connu par exemple l'histoire des cyberbases que Serge Bergamelli a pu raconter à quelques reprises depuis, au départ, les cyberbases étaient une défaite de Bergamelli qui, venant de là où il venait professionnellement et notamment du secrétariat d'État à l'intégration, disait il faut soutenir les acteurs associatifs. Et on lui disait à Bercy, c'est pas bien de soutenir les acteurs associatifs parce que c'est du fonctionnement, alors que le matériel, le design, le mobilier, les lieux, c'est de l'investissement, ça s'inaugure. On fait comment? Parce que j'ai l'impression quand même que vous poussez à un petit changement de doctrine qui consiste à dire que le vivier, c'est bien naturel, que le vivier du numérique de demain, c'est les capacités humaines. Un gros changement. Peut-être un gros changement. Un gros changement. Non, je pense qu'il y a plusieurs dynamiques. D'abord, on a longtemps vu, d'ailleurs dans toutes les catégories, que ce soit l'économique, le social, le sociétal, le numérique comme assez déterministe à partir des outils.
Et puis on se rend compte que non seulement ce n'est pas déterministe, c'est-à-dire que ça ne se passe pas automatiquement, et ensuite que cette vision-là est questionnée par la société et vecteur de rejet et de colère, pour le dire assez directement. Et d'ailleurs, on pourrait questionner de manière plus large la perception de cette notion de progrès, cette notion de numérique par la société, dans une vision très déshumanisée, qui est facteur de rejet des nouvelles technologies de manière de plus en plus prononcée, jusqu'au débat récent sur la 5G. Avec la question du sens et la question de, en fait, à quoi ça sert tout ça, et la nécessité de réinjecter de l'humain. Ça, c'est une transformation qui a longtemps été sous-jacente, mais qui affleure de plus en plus. Le deuxième élément, c'est qu'on a beaucoup fait du moyen, on a beaucoup fait de l'équipement, et on s'est quand même aperçu assez souvent que ça ne marchait pas très bien. Je prends un exemple. Il y a eu énormément de plans de la part des collectivités territoriales, de l'État, pour équiper les familles en ordinateur, au collège ou au lycée. Je crois qu'on peut dire que quasi systématiquement, quand ça n'a pas été accompagné par une formation des professeurs, par un accompagnement des familles, ça n'a pas marché. Et que l'ordinateur soit a été utilisé à d'autres usages, soit a été revendu, soit resté fermé dans un placard. Et donc, quelque part, les organisations apprennent. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on cherche à faire là dans le plan de relance, on a considéré que la médiation numérique, c'était des hommes et des lieux, et d'abord des hommes. Et que dans la volonté de faire passer à une étape à l'ensemble de ce secteur-là, le premier goulet d'étranglement, c'était le manque d'humains. Et c'était le manque de formateurs pour autonomiser des gens, et des formateurs qui sont certes formés à apprendre un certain nombre de savoirs de base, mais ça je pense que tout le monde est d'accord, mais qui sont d'abord formés à accompagner. Et je pense que c'est d'ailleurs tout le défi de la médiation numérique aujourd'hui, c'est un bon défi, ce sont des bons problèmes, c'est de passer d'un secteur où en fait chacun s'est débrouillé dans son coin, où en fait on avait beaucoup de systèmes D, on avait beaucoup de gens auto-formés qui avaient leur propre méthodologie, à une véritable politique publique. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les différentes interventions, je pense que le plus gros défi aujourd'hui de la médiation numérique, c'est cette question des formateurs, et c'est cette question de l'accompagnement humain, mais c'est aussi, et concomitamment, la question de la structuration d'une filière, avec la nécessité de faire travailler ensemble non seulement différents niveaux de collectivité pour structurer une filière, mais également différentes réalités, que ce soit les acteurs historiques de la médiation numérique, les nouveaux acteurs qui peuvent parfois être des entreprises, les collectivités territoriales, l'État, les opérateurs et les institutions comme la Caisse d'allocation familiale, Pôle emploi, etc., les grandes entreprises qui connaissent cette difficulté, et c'est de coordonner cette politique partout sur le terrain pour faire en sorte qu'on arrive à structurer cette filière. Pour rebondir sur un élément qui était évoqué tout à l'heure, il se trouve que moi j'ai travaillé dans une grande entreprise de l'aéronautique. Oui, pas pour des compagnons qui ont 30 ans de métier. La transition numérique, avec l'arrivée des outils numériques dans les ateliers, c'est quelque chose. Et pour terminer sur ça, non seulement c'est compliqué parce qu'il faut coordonner ces différents niveaux, mais aussi, et là on fait le lien avec l'humain, je pense qu'on a beaucoup pensé en termes de lieux. Donc la question maintenant, vous évoquiez les secrétaires du numérique, c'est de projeter cette politique publique en dehors des lieux. Les lieux sont indispensables parce qu'ils structurent des territoires, ils structurent des actions politiques, mais on a besoin de les projeter en dehors de ces lieux-là, chez les secrétaires de mairie, chez les travailleurs sociaux, avec des réalités, là aussi, humaines et organisationnelles qui ne sont pas les mêmes et qui doivent apprendre à s'articuler autour d'une politique qu'il s'agit de penser de manière globale. Nadia Pelfini. Oui, dans les diagnostics, on se rapproche tous. La question, c'est quelle solution évidemment, en toute humilité, parce que tout est perfectible, je voudrais, pour celles et ceux qui nous écoutent, donner un aperçu de ce qu'on peut mettre quand on prétend être Occitanie, la région des solutions. Premièrement, sur la transformation numérique. On voit bien que celles et ceux qui sont parmi les entreprises, ceux qui pourraient être tenus à l'écart, et notamment dont les salariés ne bénéficieraient pas d'ingénierie interne à l'entreprise, parce que la taille critique n'est pas la même en matière d'ingénierie quand vous êtes une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, on met en place ce qu'on appelle, nous, les passes
numériques, qui sont de la prise en charge à la fois des équipements matériels, mais surtout, et c'est nouveau, et c'est le changement un petit peu de paradigme, des ressources humaines, où l'entreprise choisit de manière autonome ses prestataires, la manière dont elle veut établir des diagnostics, amener ses salariés à la formation, et ce sont, sur une assiette de 40 000 €, 20 000 € pris en charge par la région. Et quand elles veulent aller plus loin dans cette transformation, quand elles vont au-delà de l'outil et de l'apprentissage de l'outil, et qu'elles veulent faire des changements managériaux, nous y ajoutons des dispositifs de stratégie organisationnelle, de formation managériale, et nous mettons en place ce qu'on appelle des contrats Occitanie qui peuvent aller sur des montants qui peuvent atteindre, pour les derniers contrats Occitanie sur le numérique qu'on a passé, jusqu'à 800 000 € ou 1 million d'euros. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller sur des accompagnements substantiels. Un autre point, sur la montée en capacité globale de notre population sur la question numérique, je pense que c'est très important ce qu'a souligné Monsieur le ministre, c'est-à-dire que le numérique est un outil et qu'on arrête d'en faire un objectif. Le numérique est un outil. Dès lors que c'est un outil, il doit être en capacité de mobiliser des compétences. Et ces compétences-là, nous, on les veut les plus diffuses possibles, très fortes et pointues, mais aussi diffuses sur les territoires. C'est le rôle des écoles régionales du numérique. On en a aujourd'hui près d'une vingtaine en région Occitanie. Elles sont opérées par différents intervenants. Nous veillons justement à ce qu'il y ait un pourcentage de filles, de femmes qui n'est pas satisfaisant. On avait un objectif de 50%. Et je dois vous le dire, aujourd'hui, on est plutôt autour de 33%, ce qui est bien en comparaison, mais qui n'est pas du tout suffisant. Et puis un public dont je considère que nous n'avons pas parlé, mais quand on fait une table ronde sur l'exclusion, ça ne peut pas ne pas être mentionné, ce sont les personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou cognitif. Et notamment parce que le numérique ne peut pas les exclure, mais au contraire parce qu'il doit être un outil au service de l'inclusion. Et quand je vois des entreprises tant que Philobject, et je sais que Monsieur le ministre les a reçues, qui mettent en place des guidages pour les personnes déficientes visuelles, quand je vois la poussée de Voice Command, qui peut être une solution aussi en matière de gestion des handicaps, je considère que c'est là que nous avons, nous, notre strate à mettre, c'est-à-dire de protéger en souveraineté nationale, en process industriel, ce qui permettrait d'aller nous aussi sur la Voice Command et que ça ne soit pas que Google Home, Amazon, qui soient en capacité de détenir ses savoir-faire, ses compétences et donc nos data. Et c'est là qu'on doit faire réseau, acteurs publics et privés, pour mettre en musique la réponse sociale qui permet de créer de la valeur ajoutée d'un point de vue territorial et économique, parce que si nous faisons passer l'idée que le numérique est un outil qui peut être approprié par tous et qu'en plus il est générateur de valeur et donc d'emploi, alors oui, le numérique sera source de progrès et de mieux vivre. Ce que vous nous dites, Nadia Pelfig, pour moi, fait aussi écho à la formule utilisée tout à l'heure par Pierre-Louis Roll qui disait quand on parle d'inclusion, on n'est pas en train de parler de la voiture balai. Et j'allais dire, si on s'y prend de la façon que vous évoquez, et le thème des situations de handicap y amène, il est possible d'envisager la question de l'inclusion comme étant plutôt une locomotive d'innovation numérique. Vous le mentionnez autour des questions de handicap. Ça a été beaucoup mentionné. Par exemple, un des faits qui a été très marquant durant le confinement, ça a été, vous savez, cette autorisation de déplacement qu'on a eu tous à remplir, etc. Et l'arrivée de la version FALC, facile à lire et à comprendre, et le fait que, donc d'abord une version associative, puis la version produite par design.gouv, et le fait que quand on l'a regardée, vous et moi, on pouvait se dire « Ah bah tiens, celle-là, je la comprends ». Et donc, potentiellement, j'ai échangé avec l'équipe de design.gouv qui m'a dit oui, nous, on pense que ça serait quasiment mieux de mettre celle-là pour tout le monde, mais on a l'impression que le ministère de l'Intérieur n'est pas encore tout à fait prêt à ça. Et alors qu'à chaque fois que, depuis des années, il y a des démarches d'accessibilité, non-voyants, malvoyants, etc., qui sont faites, en fait, ça rend un grand service à tous les internautes, à tous les gens qui doivent remplir des formulaires, à tous les gens qui cherchent de l'info. Est-ce que, Moustapha Deras, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, ou est-ce que c'est un sujet sur lequel tu veux rebondir peut-être? Non, je voulais juste rebondir parce qu'il s'avère que cette autorisation de sortie, oui, c'est vrai qu'on a eu ces versions électroniques, etc. Mais quand on est illettré, ça ne sert pas à grand-chose. Alors quand on est illettré et qu'on a des déficiences visuelles, alors là, je ne vous explique pas. Si je vous dis ça, c'est parce que ma maman, c'est exactement ce qui lui est arrivé.
Voilà. Donc c'est quand même 2,5 millions de personnes illettrées en France aujourd'hui. Donc oui, ça me fait réagir. C'est clair que c'est quelque chose qui montre aussi toute cette complexité de, effectivement, il ne faut pas une voiture balai, il faut quelque chose de beaucoup plus dynamique. Mais j'avais juste envie de réagir, parce que ce qu'on vient de dire là, c'est le fondamental de tout ce qui est la formation. On dit qu'il faut accompagner les gens au numérique. J'ai quand même envie aussi de rappeler qu'on a, nous, déjà, les acteurs du numérique, du mal à trouver des compétences. Ça veut dire que si on remet la cascade de tout ça, nous, les acteurs du numérique, qui fabriquons le numérique, on a déjà d'énormes problèmes de compétences. Et Dieu sait que les écoles, les universités, tout le monde s'y est mis, mais on voit bien que le flux n'arrive déjà pas à nous alimenter, nous. On va manquer de compétences. Ça me permet juste d'insister sur le fait qu'on ne peut plus continuer à se passer de la moitié de l'humanité. C'est l'autre moitié de l'humanité. C'est-à-dire que les femmes, j'ai envie de leur dire, rejoignez-nous, mais de toute urgence. Une moitié de l'humanité qui n'est pas dans le mouvement, bah, ça ne nous permettra pas de faire face à tous nos problèmes. Je suis désolé, mais c'est quelque chose de tellement important que, bon, voilà, il faut vraiment insister dessus. On voit... Voilà. Plusieurs sujets clés qui se dessinent. L'un d'entre eux qui a été souligné par plusieurs d'entre vous, c'est aussi la problématique, vue des employeurs, tout simplement, à quoi former qui et comment faire, et sachant que parfois on assiste à des paradoxes, c'est-à-dire que vous allez avoir, si je me tourne vers vous, employeurs publics, vous allez avoir des cas de figure dans lesquels des personnels de catégorie C vont se retrouver à avoir de fait déjà des compétences numériques assez fortes. Tu mentionnais le fait qu'on était nombreux à être autodidactes et le fait que ces compétences numériques viennent de la sphère privée et sont importées dans la sphère publique, alors que pour d'autres, ils sont dans des situations de détresse professionnelle qui sont importantes puisqu'on va leur demander, et ça peut être des personnels de catégorie A, voire des préfets, ils vont se retrouver peut-être en difficulté avec le numérique. Est-ce que les uns et les autres, vous avez déjà pu qualifier dans vos collectivités territoriales cet enjeu d'inclusion interne de vos agents? Qui veut commencer? Alors, permettez-moi effectivement, sur le territoire du Sicoval, indépendamment de la volonté politique, qui est solide, je peux vous l'affirmer, et nous irons jusqu'au bout, et particulièrement de façon opérationnelle très très rapidement, nous avons effectué un diagnostic. Ce diagnostic visait à corroborer en quelque sorte des résultats en matière d'électronisme qui avaient été déterminés par une démarche au niveau national pour évaluer l'ampleur en quelque sorte de la tâche au niveau local, mais aussi pour repérer les personnes, les ressources sur lesquelles nous pouvions nous appuyer dans la mise en œuvre de notre plan. Cela a été valable avec nos partenaires associatifs et les collectivités parties prenantes, les mairies, et donc repérer aussi à l'intérieur des mairies à la fois les personnels qui devaient être accompagnés, et nous l'avons fait à plusieurs reprises au travers de formations, mais aussi les personnels ressources susceptibles de créer une entraide au niveau local, ce que nous avons donc déterminé aussi au niveau de la population tout entière. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail nécessaire et fondamental, il faut bien le dire. Qui plus est, c'est un travail qui va nous permettre de déployer ensuite des actions. Et je vais vous citer juste une anecdote. Je recevais un jeune couple avec 2 enfants il y a quelque temps. Et puis nous en sommes venus à parler effectivement des difficultés liées au confinement. C'était au mois d'avril. Sur la question du numérique. Et la jeune femme me dit « Ah ben moi j'ai un DUT d'informatique, mais j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Par contre, ça m'intéresserait de recommencer à travailler à temps partiel, éventuellement sur le village pour aider des personnes. » Voilà le sens aussi de l'action que nous pouvons conduire, parce que
la démarche de lutte contre l'électronisme, c'est aussi un travail social, un travail non délocalisable, un travail de proximité et un travail qui peut être sur mesure pour des jeunes actifs qui, dans cette période-là, soit éventuellement ont perdu leur boulot, soit le cas échéant, on cherche un nouveau, mais aussi avec un meilleur équilibre par rapport à leur vie familiale et par rapport à leur déplacement. Vincent Gibert. Oui, quelques mots pour rebondir sur votre question. Je ne sais pas si la période de confinement et post-confinement a fait apparaître des besoins particuliers en termes de formation numérique vis-à-vis des agents. Parce que l'outil de travail pour une grande majorité des agents dans les collectivités est l'outil numérique. Donc ces formations, elles étaient repérées, elles sont permanentes, mais elles ne sont pas nées avec le confinement et avec le développement des usages. En revanche, l'accès aux outils pour mettre en œuvre son travail, notamment avec le déploiement du télétravail et l'adaptation rapide à laquelle on a dû se soumettre, notamment de la mise en œuvre du télétravail dans nos collectivités et du développement du télétravail également dans le secteur privé, et donc de l'accompagnement que ça nécessite en termes notamment de tiers-lieux, de points d'accueil des travailleurs. Ça, c'est des politiques sur lesquelles nous travaillons. Et deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, ça ne concerne pas nos agents. Néanmoins, on l'a évoqué, je trouve, un petit peu rapidement, et Monsieur le ministre en a dit quelques mots, mais la période du confinement, et vous l'avez dit, la question de la formation est une question qui est majeure. Et la formation, elle débute dès le plus jeune âge, elle débute à l'école, au collège, au lycée, elle débute avant les études supérieures. Et si je partage ce que vous disiez, Monsieur le ministre, sur le fait que fournir des équipements informatiques sans formation n'a pas de sens, ne pas fournir des équipements informatiques, en revanche, ça c'est beaucoup plus problématique, parce que la question à laquelle on a été confronté, c'est dans un certain nombre de territoires d'avoir des élèves dont les familles n'étaient même pas en capacité d'accéder à l'information scolaire, à la formation scolaire. Je ne vais pas jusqu'à la question de traiter l'information, d'accompagner son enfant. Je vais simplement sur la question technique, et nous sommes venus, département, région, mairie, il me semble également, eh bien, fournir un certain nombre d'équipements pour, dans cette période spécifique, permettre une continuité pédagogique, une continuité éducative. Et ça, je crois que c'est une des leçons qu'on doit tirer sur cette question de déconnexion liée simplement à une question matérielle, qui est une question qui est encore réelle aujourd'hui. Oui, rebondir sur l'élément que vous évoquiez sur les capacités. C'est vrai qu'on a dans toutes les organisations la cohabitation de ces deux réalités, c'est-à-dire à la fois des employés à tous les niveaux de compétences et qui sont déconnectés, ou en tout cas qui éprouvent des difficultés avec le numérique, avec des choses contre-intuitives, mais que vous connaissez bien, qui est qu'on peut penser qu'il y a un biais d'âge. C'est vrai, il y a un biais d'âge, mais il faut avoir fréquenté les sessions de formation de Pôle emploi ou de la CAF pour constater qu'il y a énormément de jeunes dans ceux qui ont du mal avec les outils numériques. Ils n'ont pas de problème pour utiliser un téléphone portable et aller sur Instagram ou Snapchat, mais dès qu'il y a un langage administratif où il y a une formalisation de quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans le même temps, on a des choses très étonnantes. Je prends un exemple. Je discutais avec le patron de la Poste, et au sein de la Poste, ils se sont amusés à faire un peu la typologie des savoirs numériques d'une partie de leurs employés, et ils se sont aperçus qu'ils avaient énormément de facteurs qui étaient très forts en Python. Ce qui est assez intéressant, et ce qui d'ailleurs, dans le cadre d'une transformation numérique, mais tout le monde, quand on a vécu dans une grande organisation, dans une grande entreprise, l'a vécu, pose parfois des difficultés. C'est qu'il arrive que sur certains sujets, les personnes au niveau opérateur, compagnon ou technicien, je pense pour l'industrie, soient mieux disant ou mieux sachant que les niveaux d'encadrement intermédiaires. Et ce qui d'ailleurs illustre en fait un des points qu'on évoquait tout à l'heure. Le problème de la transition et de la transformation numérique, c'est que ce n'est pas un problème d'outils ni de transition numérique. C'est que c'est un problème d'organisation humaine et d'organisation anthropologique. Et en fait, c'est pour ça que c'est d'abord sur l'humain qu'il faut travailler si on veut réussir cette grande transformation. Donc il faut vraiment faire quelque chose, parce que sinon les startups de la mêlée vont fondre sur le personnel de la Poste.
Donc voilà, peut-être créer des nouvelles vocations de facteurs. Bertrand Serre. Oui, je voulais complètement souscrire à ce qu'a dit Monsieur le ministre, et rajouter peut-être que ça passe aussi avec une volonté politique très forte. Je sais qu'à la métropole toulousaine, il y a 13 000 agents et 20 000 avec 7 000 intervenants extérieurs. Tout de suite, on a impulsé, dans le cadre de la transition digitale, elle se fait aussi des organisations et des pouvoirs publics, un certain nombre de possibilités d'avoir le télétravail qui a explosé, bien sûr, pendant la Covid. Je me souviens très bien, le 16, être revenu à la mairie avant le confinement pour signer des factures de 500 000 € pour des ordinateurs, pour que tout de suite on puisse avoir la possibilité de faire travailler nos agents en télétravail. Ça demande bien sûr une réorganisation complètement totale du monde du travail. Et on citait l'exemple, je ne sais plus dans quelle conférence récemment, on me disait, ici on a l'opérateur Sigfox qui fait du M2M, on pourrait par exemple, on parlait de la ville intelligente, c'était hier, effectivement je faisais un webinaire sur TBS, un intervenant disait, mais par exemple pour optimiser les tournées des ramasseurs des ordures ménagères, ça serait bien d'avoir des capteurs sur les poubelles qui indiquent quand c'est qu'elles sont vides, quand c'est qu'elles sont pleines, et pour optimiser les tournées. Donc ça c'est vrai, ça c'est la technologie, ça c'est l'outil. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nos agents dans la collectivité, ils ont des journées, en général, le matin, ils travaillent, et l'après-midi, ils sont libres, et ce qui pose un problème d'organisation. Donc cette acculturation aux nouvelles technologies, au numérique, elle est aussi importante, mais elle demande une organisation managériale complètement différente pour optimiser nos choix technologiques. Alors, tout ça pour dire simplement que quand il y a une volonté, et c'est ce qu'on a impulsé au niveau de la collectivité, beaucoup d'agents se sont évidemment intéressés. Il y a des formations qui sont dispensées dans le cadre de droit à l'information, le DIF, pour les agents. Il y a beaucoup de volonté d'une métropole, des agents des métropoles comme Toulouse, pour effectivement avoir envie de pouvoir travailler différemment. Et ça a été impulsé au plus niveau politique, mais aussi au niveau du DGS, qui était l'ancien délégué à la modernisation de la collectivité, et qui a permis d'avancer sur tous ces sujets. Et il y a encore des efforts à faire, mais on est en nette progression. Des sujets clés ont traversé la question de l'inclusion numérique ces dernières années. L'un d'entre eux, c'est celui de la dématérialisation, que j'ai coutume d'appeler le malentendu de la dématérialisation, c'est-à-dire d'un côté le succès et la fierté qu'ont tout un ensemble d'acteurs publics d'avoir, au fond, réussi par la dématérialisation un accès facilité et mutualisé et une meilleure circulation des documents, des meilleures organisations publiques aussi, et en face de ça, le sentiment d'une détresse face à ce que beaucoup ont vécu comme une dématérialisation obligatoire. Et on a vu cette ambivalence pendant le confinement, c'est tout un ensemble de choses que nous n'aurions pas pu faire sans la dématérialisation, et qui rendent service à tout un ensemble de personnes, y compris en difficulté sociale et économique, et à côté de ça, tout un ensemble de sujets sur lesquels, exemple que citait Mustapha Derras, les personnes sont en difficulté. Il y en a d'autres, par exemple devant nous, des problématiques de citoyenneté, à mesure que se développent les civic tech, à mesure que se développent des propositions qui vont outiller la démocratie par le numérique, avec potentiellement devant nous des nouvelles exclusions, cette fois-ci du champ démocratique. Comment est-ce qu'on fait pour combiner, j'allais dire, ces apports du numérique avec le fait de contourner le risque du numérique obligatoire, du numérique normatif et au fond des colères que mentionnait tout à l'heure Cédrico, y compris dans la référence que vous faisiez aux Gilets jaunes et au fait que c'est devenu quand même un symptôme assez fort de ce qui peut être vécu comme de l'abandon, le fait de mettre à distance, dématérialiser, donc déshumaniser, etc. Comment est-ce qu'on arrive à contourner cet embarras-là, et comment est-ce qu'on arrive à s'emparer de cette ambivalence? Et ça sera le dernier tour de piste, puisque... Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord,
pense qu'il faut être très clair sur le fait que tout ne peut pas être numérique. Et qu'il doit systématiquement rester une voie de contournement. Que ce soit une voie de contournement physique ou une voie de contournement par d'autres moyens, comme le numéro de téléphone. Et je pense que d'ailleurs, en matière de dématérialisation, ce que vous appelez le grand malentendu, est pour une part le fait du dématérialisateur, et qu'il y a eu une tendance à oublier peut-être parfois l'usager ou le citoyen dans la manière de dématérialiser. Et que la disparition des numéros de téléphone sur un certain nombre de démarches, c'est une énorme erreur sur laquelle nous sommes en train de revenir. C'est un peu difficile de faire la machine dans l'autre sens, mais en tout cas de cause, je pense qu'il est absolument indispensable de faire en sorte que tout ne soit pas numérique. D'abord parce que même si on met le paquet, si les collectivités territoriales mettent le paquet, etc., sur la formation des Français au numérique, on sait que sur les 13 millions et quelques de Français qui sont déconnectés, une partie d'entre eux ne sera jamais formée. Et donc il faut les accompagner, il faut faire en sorte qu'il y ait des voies de contournement, et je pense que c'est absolument indispensable. Le deuxième élément, c'est dans la manière de dématérialiser, et vous évoquiez tout à l'heure la question du facile à lire et à comprendre. Il y a une certaine... comment dire ? Je pense qu'il y a une nécessité de l'humilité de celui qui dématérialise. Pour se mettre à niveau de celui qui est en face de lui, que ce soit celui qui est illettré ou celui qui a du mal à comprendre. Et on retrouve là, d'ailleurs, une exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de notre propre administration qui remonte à avant le numérique, avec les personnes à faible autonomie administrative, etc., etc. Il faut que dans le langage de l'administration, on se mette au niveau qui est le bon niveau, qui est celui des personnes qui sont en face de nous, ne serait-ce que lorsqu'on demande civilité. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, personne ne dit civilité pour monsieur ou madame. Et donc, je pense que il y a une éthique, ou en tout cas une dialectique, une martingale de la dématérialisation qui est absolument indispensable, à la fois en oubliant qu'elle ne peut pas être l'alpha et l'oméga de tout, et deuxièmement, en faisant en sorte de se mettre à niveau de celui que nous avons en face de nous. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que en la matière, le privé et parfois les collectivités territoriales ont été meilleurs que l'État dans leur capacité à garder le lien avec le client pour le privé, mais c'est indispensable, faute de quoi ils perdent des clients, ou avec l'usager pour les collectivités territoriales. Et quand vous êtes sur un site internet d'une banque ou d'un opérateur téléphonique, il arrive régulièrement que si vous n'arrivez pas à passer un écran, on vous demande si vous avez besoin d'aide. Il faut que dans le public, ce soit exactement la même chose. Ça nécessite, là encore, une transformation des approches, une transformation organisationnelle et culturelle, mais c'est absolument indispensable. Jacoberti. Oui, pour apporter aussi peut-être notre angle en tentant de répondre à votre question, donc sur la commune dont je suis issu, à Aigues-Vives, dans le cadre du projet développé par le SICOVAL, nous nous sommes posé la question d'un tiers-lieu, dans le cadre d'un réseau aussi de moyens itinérants sur le territoire du SICOVAL. Et ce tiers-lieu, plutôt que de l'avoir voulu espace de coworking, nous l'avons voulu espace de vie sociale. En partant du principe qu'il fallait sans doute présenter le numérique, son usage, avec un contre-pied, justement, pour éviter la question du blocage, sous un angle plus convivial, le numérique plaisir, le numérique innovant, avec un Fab Lab, le numérique sans doute créant du lien, du débat, de la citoyenneté. Et d'ailleurs, ce tiers-lieu, très certainement, deviendra la maison des citoyens, au sens peut-être demain de la question de l'identité numérique et de la citoyenneté numérique. Je pense que, après avoir réalisé une expérience d'ailleurs sur les écoles de la commune en termes d'éducation à la citoyenneté numérique grâce au jeu, avec l'appui d'ailleurs d'une start-up de notre territoire, Freya Games, et accompagnée par une association nationale en matière d'éducation, nous avons compris qu'il fallait sans doute apporter le côté positif auprès des personnes. Ce serait sans doute d'ailleurs la clé du succès. Moustapha Deras. Moi, j'ai envie juste de réagir en vous disant ceci. En 40 ans, on a vu comment le numérique s'est transformé. On a vu ce que ça a fait. Et on a vu comment ça a transformé la totalité de nos sociétés, nos modes de vie, nos manières d'échanger, d'apprendre, etc. N'oublions jamais que nous sommes les inadaptés du numérique de demain. Nous.
C'est-à-dire qu'on est déjà les premiers candidats à ce que l'on va mettre en place aujourd'hui pour que demain, on s'occupe de nous. Donc j'ai envie de dire, ne confondons pas la dématérialisation des processus, qui est à mon avis un bien, on l'a vu, puisqu'on vient de le vivre. D'ailleurs, au passage, saluons la résistance de nos infrastructures. Nous venons de traverser 2 mois et demi à 3 mois de confinement. Toutes nos infrastructures ont tenu le choc, et bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mais ne dématérialisons pas les humains qui sont au milieu. Je veux dire, on n'est pas des octets. Donc gardons les humains, mais continuons la dématérialisation des processus. Moi, je pense que pour répondre à votre question, je pense que la première chose, et on l'a dit à plusieurs reprises, mais je le réaffirme ici, c'est redire que l'humain est notre priorité et que c'est l'objet de l'outil qu'est le numérique. La deuxième chose, c'est de dire que le numérique, malgré les idées qu'on a pu s'en faire ou promouvoir, doit s'accompagner d'immenses proximités. Et ça ne doit pas autoriser à s'éloigner parce que ça pourrait permettre de garder du lien. Cette vision du numérique va à l'encontre de la réalité d'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de cet outil. Et enfin, dire que le numérique doit s'accompagner du coup d'une exigence d'universalisme majeur. Sans cette exigence-là, nous aurons échoué à la fois sur le formidable outil que peut représenter le numérique et à la fois sur ce qui doit tous nous rassembler, les valeurs de la République française. Vincent Gibert. Oui, quelques mots pour répondre à votre question, celle que vous posiez sur la question de la démocratie participative, parce que on le voit depuis la loi Joxe, depuis 82, il y a de nombreuses étapes législatives sont venues rendre nécessaire et obligatoire un certain nombre de consultations et l'association des citoyens à la vie publique. Et il me semble que le développement de l'outil numérique, le développement de la consultation numérique ne doit pas être vécu comme la seule façon de consulter les citoyens, mais bien comme une façon complémentaire d'aller toucher des publics qui, selon les méthodes traditionnelles de consultation, de réunion physique, ne pouvaient pas être touchés. Et c'est simplement une méthode complémentaire pour élargir le panel et pour donc rendre la plus juste possible la consultation des citoyens et non pas l'alpha et l'oméga de la consultation. Et on l'a vu, de toute façon, et c'est ce qui vient d'être dit sous une forme peut-être de conclusion, la dimension humaine, c'est une dimension majeure, y compris dans les centres urbains dans lesquels on a fait référence à un certain nombre de nouvelles pratiques de sociabilisation qui se sont faites pendant la période du confinement. La seule attente des humains était de se retrouver, de retrouver le corps de l'autre, la chaleur de l'autre, le contact avec l'autre. Et donc c'est cette idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a cet humain qui est d'abord et avant tout présent. Merci Vincent Gibert. Bertrand Serre. Oui, tout à fait. L'humain est au cœur des préoccupations du numérique, et notamment avec ces sujets d'inclusion numérique. Et bien sûr, on va faire avec le numérique et encore plus dans les années qui viennent. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de l'informatique quantique, le passage par le numérique est maintenant juste une étape pour aller plus loin. Mais moi, il y a une question qui m'interpelle. On est tous d'accord sur l'importance de cet outil numérique, c'est la souveraineté numérique. Et ça, c'est un enjeu, je crois que le ministre est bien au fait de cette problématique, qui sera finalement la guerre du XXIe siècle. Parce que ce numérique nous permet aussi de collecter tellement de données. Et ces données-là, on l'a vu avec récemment un certain nombre d'applications qui ont été mises en place au niveau du gouvernement, mais ça dépend aussi de cette guerre psychologique de la donnée avec les États. Et de plus en plus, on va rentrer dans ce formalisme qui ne doit pas être un formalisme, mais qui doit faire que notre pays, aujourd'hui, la France et l'Europe, puisque ce sont des sujets, je pense, européens, doivent vraiment faire attention à ça, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on brasse des milliards et des milliards de données tous les jours dans notre quotidien, avec nos smartphones, je ne vais pas répéter tout ça, mais on fait circuler comme un virus toutes ces données, et quelque part il y a des enjeux économiques qui sont très forts et qui sont puissants, et la guerre technologique, elle est aussi là, et notre indépendance, elle dépend aussi de ces données. Donc le numérique, bien sûr, le numérique inclusif, l'humain, bien sûr, mais faisons aussi attention à notre indépendance et notre souveraineté numérique.
Merci Bertrand Serpe. Un petit mot pour conclure, puisque c'est l'heure, pour vous remercier les uns et les autres, tirer 3 fils très rapides. Le premier, c'est que vous venez les uns et les autres de mentionner tout un ensemble de valeurs et d'impératifs pour le numérique de demain. Je pense que c'est vraiment très précieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans la médiation numérique par exemple et dans l'inclusion, d'accompagner les personnes vers n'importe quel numérique. Il s'agit aussi de se demander de quel choix, par exemple démocratique, éthique, de souveraineté, de proximité, le numérique peut être fait et d'en faire un enjeu stimulant et motivant pour tous, que ce soit les chercheurs en sciences du numérique, que ce soit les médiateurs numériques ou que ce soit les acteurs publics et privés de ces endroits-là. Vous avez posé tout un ensemble d'objets de travail dont beaucoup sont des objets conjoints. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que derrière ça se pose la question de renforcer ces coordinations, de renforcer ces modèles de coopération. Et puis derrière tous ces objets, vous avez mentionné de façon riche et copieuse les enjeux de formation, les enjeux d'accompagnement, donc des ingénieries à inventer pour demain. Je pense que les acteurs ici présents vont prolonger cet échange au fil